Voici une vidéo anonyme, américaine, sur la révélation de la Terre creuse. Cette vidéo, étant en version originale, je vous l'ai traduit en voix française. À vous de juger. Aujourd'hui, on nous enseigne que la Terre est une sphère solide. Dès notre plus jeune âge, on nous dit que le centre de la Terre est rempli d'un noyau en fusion. On nous apprend que la Terre était une fois une grande sphère liquide de lave en fusion qui tourne autour du Soleil. On nous dit dans le temps que la croûte terrestre s'est refroidie et durcie sur la surface que nous habitons actuellement. On nous explique qu'il y a plusieurs faits qui ont conduit les scientifiques à cette théorie. On nous apprend que de la lave de volcan sort de l'intérieur. On nous dit que la Terre a un champ magnétique qui est produit par un noyau de fer en fusion. Vous pouvez également voir comment se comporte un liquide en apesanteur. Il se comprime dans la plus petite boule qu'il pourrait faire. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand cette boule de liquide commence à tourner? Sir Edmund Halley était un célèbre astronome et mathématicien anglais. De retour en 1692, il a publié sa théorie sur la Terre creuse. Il a développé sa théorie avec Sir Isaac Newton sur la fluctuation de magnétisme terrestre et les causes possibles. John Clive Sim était un ancien capitaine de l'armée américaine, héros de guerre, philosophe et chercheur de la Terre creuse. Il croyait que la Terre était creuse et habitable de l'intérieur. Il était prêt à consacrer sa vie, à prouver sa théorie, et à tenter de rechercher les ouvertures et la découverte de la Terre creuse. Au printemps 1818, Sim a envoyé une proposition de ville à travers les États-Unis, qui a déclaré, je cite, « Pour tout le monde. Je déclare que la Terre est creuse et habitée, contenant un certain nombre de sphères concentriques solides, l'une dans l'autre, et qu'il y a deux entrées, qui se trouvent sur les pôles, à 12 ou 16 degrés de leur point initial. J'engage ma vie sur l'appui de cette vérité, et je suis prêt à explorer le creux de notre planète, si le monde me soutient, et m'aide dans mon entreprise. » Aujourd'hui, il y a un monument de la Terre creuse dédié à Sim, et sa théorie. L'étude la plus récente sur les régions polaires a été authentifiée par l'amiral Richard Byrd. Cet homme est devenu un expert après avoir fait de nombreux vols sur les deux pôles et d'avoir créé la cartographie de l'Antarctique sur les entrées de la Terre creuse. Il a découvert des montagnes, des arbres, des rivières et de grands animaux. Après son retour en Amérique, George Washington a censuré son expédition et a ordonné son silence. Avant sa mort en 1957, Byrd a écrit 2 entrées perdues dans son journal, concernant la Terre creuse. Il a déclaré, « Nous traversions par avion, une petite chaîne de montagnes, en direction du nord. Au-delà des montagnes, nous avons aperçu une petite rivière, mais quelque chose était définitivement faux, et pas normal. Nous devrions voir de la glace et de la neige. Mais ce qu'on voyait, était une immense forêt verdoyante, sans neige et glace, ressemblant à la forêt d'Amérique du Sud. Nos instruments de bord devenaient fous, et notre gyroscope tournait dans tous les sens. Donc j'ai modifié mon altitude à 1400 pieds, et j'ai exécuté un virage serré sur la gauche. D'un coup, je m'aperçois que je ne vois plus le soleil. Nous faisons donc un autre virage sur la gauche, et là, vu de haut, nous apercevons un animal géant, de plus de 20 mètres, ressemblant à une bouche humaine. Et ce qui était incroyable, c'est que notre indicateur de température affichait 74 degrés Celsius. En continuant ma route, je m'aperçois que mes instruments de bord reviennent à la normale, sauf la radio qui ne recevait plus. Fin de citation. En lisant les écritures anciennes, aztèques, mayas et autres, nous pouvons constater qu'ils précisent aussi des entrées de la Terre creuse au pôle Nord, en précisant une terre à l'intérieur de notre Terre. Les sages de l'ancienne civilisation parlent aussi d'une race brune et des races d'animaux hors du commun. Les légendes des tribus indiennes, que l'on peut voir dans les peintures rupestres en Inde, représentent un groupe de gens sortant de la Terre creuse. À leur époque, une race extérieure leur a demandé de quitter le monde souterrain pour peupler le monde de la surface. Les légendes amérindiennes de la tribu Tuscarawa parlaient de leur origine tribale en provenance de la Terre creuse, ainsi que les Esquimaux, qui ont eu le même enseignement tribal. En se penchant sur l'intérieur du Soleil, il y a une explication possible, qui serait la fusion froide. Le sujet de la fusion froide ne semble pas profiter beaucoup de crédibilité aux États-Unis. Certains scientifiques considèrent la fusion froide comme une pseudoscience. Pourtant, de nombreux pays dans le monde se déversent d'énormes sommes d'argent dans la recherche scientifique sur la question.
Certains scientifiques ont déjà discuté de la possibilité de la fusion froide survenant de l'intérieur de la Terre. P. Palmer, un géophysicien, avait suggéré que de l'hélium au 3e niveau a été considéré par certains comme une indication que la fusion froide pourrait se dérouler au plus profond de la Terre. Si vous regardez d'un peu plus près sur ce calendrier ancien, vous pouvez voir que la plupart des symboles sont symétriques, sauf pour les créatures. La plupart des vidéos ou des articles expliquant les anciens calendriers sont au plus simples. Ces calendriers ne nous disent pas tout, ils ne nous disent rien sur les cieux, et le calendrier Maya est une carte de la planète concave. En se posant la question, pourquoi Hollywood voudrait pousser cette théorie du complot, de ce que les Mayas prédisent? C'est juste de la désinformation. Ces artefacts sont la preuve qu'il existe une terre creuse. Dans le passé, les humains auraient peut-être eu une certaine interaction avec d'autres êtres vivants en dessous de nous, ou même peut-être l'origine de la clandestinité des races. Les animaux sur ces calendriers ne représentent pas différentes années, mais tous les êtres vivants qui vivent sur le plan concave, qui est la Terre. Vous pouvez voir ce que représente exactement le Soleil, donnant la lumière à une partie de la Terre, et l'obscurité à l'autre. Vous pouvez également voir, au moins dans le plan Maya, qu'il y a une couche d'eau sous la Terre. Dans le passé, le Vatican et les gouvernements tenaient fermement sur leur croyance que la Terre était plate. Certains disent que c'était de peur que le public se rende compte qu'ils se sont trompés, et que le public commence à remettre en question la crédibilité des organisations qui ont reçu cette information. Aujourd'hui, le Vatican et certains gouvernements connaissent cette terre creuse et les espèces qui y vivent. Suite à de nombreux commentaires, et à la demande générale de votre part, je vous présente la deuxième partie de la Terre creuse, le journal de bord de l'amiral Richard Byrd. Il fut un temps, la Terre était plate, du moins dans l'esprit des gens. Heureusement, des chercheurs nous ont fait évoluer, au risque de s'attirer les foudres populaires et religieuses. La Terre était donc ronde, jusqu'à nos jours. Pourtant, une partie non négligeable de l'humanité clame que la Terre est creuse. Les anciens récits religieux, spirituels ou théosophiques du monde entier parlent d'un royaume intérieur, refuge des derniers Atlantes, et autres. Partons donc sur les traces de l'Agartha et de sa capitale Shambhala, dans ce qui semble être l'un des plus grands secrets de l'humanité. La découverte de l'amiral Richard Byrd est frappée aujourd'hui d'un top secret international. Après le message radio qu'il envoya de son avion, et un bref communiqué de presse, toute nouvelle importante sur le sujet, ainsi que son journal de bord, fut soigneusement supprimée par les agences gouvernementales américaines. Enfin, en apparence, car la famille de l'amiral Richard Byrd ont réussi à garder secrètement son vrai journal de bord. Voici la première page de son journal de bord. Je cite: « Je dois tenir ce journal en cachette, et dans le secret le plus absolu. Il concerne mon vol en Antarctique, du 19 février 1947. Un temps viendra où la rationalité des êtres humains devra se dissoudre dans le néant, et où l'inéluctabilité de la vérité devra alors être acceptée. Je n'ai pas la liberté de diffuser mon journal de bord. Peut-être ne verra-t-il jamais la lumière, cependant, je dois faire mon devoir, le rapporter, ici, avec l'espérance qu'un jour, dans un monde où l'égoïsme et l'avidité de certains êtres humains ne pourront plus cacher la réelle vérité de notre Terre. Richard Byrd. » Voici maintenant toutes les autres pages détaillant son expédition en Antarctique. Je cite: « Sur les étendues de glace et de neige, en dessous de nous, on remarque des colorations jaunâtres, au dessin linéaire. La vitesse de croisière est ralentie en vue d'un meilleur examen de ces configurations colorées. On relève aussi des colorations violacées et rosées.
Aussi bien la boussole magnétique, le gyrocompas commence à tourner, puis à osciller. Il n'est pas possible de maintenir notre route à l'aide des instruments. Nous relevons la direction avec le compas solaire, tout semble encore être en ordre. Les contrôles semblent lents à répondre et à fonctionner. Cependant, nous ne relevons pas d'indication de congélation. 29 minutes de vol se sont écoulées, et je fais un premier repérage des montagnes. Non, il ne s'agit pas d'une hallucination. Une petite chaîne de montagnes se dresse devant nous, jamais auparavant nous ne l'avions remarqué. Outre les montagnes, une vallée semble être façonnée par un petit fleuve, ou ruisseau, qui coule vers la partie centrale. Aucune vallée verte ne devrait se trouver ici, en dessous de nous. Décidément, il y a quelque chose d'étrange et d'anormal ici. Nous ne devrions survoler que de la neige et de la glace. Sur la gauche, les pentes des montagnes sont parsemées de grandes forêts verdoyantes. Nos instruments de navigation oscillent dans tous les sens, comme fous. Je limite l'altitude à 1400 pieds, puis j'exécute un virage en rase-motte, à 180 degrés sur la droite, afin de mieux examiner la vallée située en dessous. Mousse et herbes très fines lui confèrent une coloration verte. Ici, la lumière semble différente. Je ne parviens plus à voir le soleil. Je vire à nouveau, cette fois sur la gauche, afin de faire un second tour. Nous apercevons un animal énorme qui ressemble à un éléphant. Non, c'est un mammouth. Cela est incroyable. Pourtant, il en est bien ainsi. Nous descendons à 1000 pieds d'altitude. J'utilise les jumelles pour mieux observer l'animal. Je le confirme, il s'agit bien d'un animal semblable à un mammouth. Nous rencontrons d'autres collines verdoyantes. L'indicateur de température extérieure marque 24 degrés centigrades. Nous maintenons le cap. À présent, les instruments de bord semblent réagir normalement. Je demeure perplexe quant à leur réaction. Je tente de contacter la base. La radio ne fonctionne pas. Le paysage alentour paraît nivelé et normal. Devant nous, nous repérons une ville. Cela est impossible. L'avion semble léger et très flottant. Les contrôles refusent de répondre. Et d'un coup, à notre droite et notre gauche, des appareils d'un type étrange et inconnu nous escortent. Ils s'approchent, quelque chose rayonne de ces appareils. Désormais, ils sont suffisamment proches pour nous permettre de voir leurs armoiries. Il s'agit d'un symbole étrange. Où sommes-nous? Que s'est-il passé? Une fois encore, je tire les manettes avec décision. Les commandes ne répondent pas. Nous sommes solidement maintenus par une sorte d'étau d'acier invisible. Notre radio grésille, une voix nous parvient, qui s'exprime en anglais avec un accent plutôt nordique ou allemand. Le message est le suivant. Bienvenue sur notre territoire, amiral. Nous vous ferons atterrir exactement d'ici à 7 minutes. Relaxez-vous, amiral, vous êtes en bonne main. À ce moment-là, je réalise que les moteurs de notre avion sont éteints. L'appareil est sous un étrange contrôle. Maintenant, il vient de lui-même. Nous recevons un autre message radio. Nous sommes sur le point d'amorcer la procédure d'atterrissage. Rapidement, l'avion vibre légèrement. Il commence à descendre, comme soutenu par un ascenseur énorme et invisible. À pied, quelques hommes s'approchent de l'appareil. Ils sont grands. Leurs cheveux sont blonds. Au loin, une grande ville scintille. Elle vibre des couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas ce qui va se passer désormais. Toutefois, je ne remarque aucune arme de ceux qui s'approchent de nous. J'entends une voix qui, m'appelant par mon nom, m'ordonne d'ouvrir la porte. J'exécute. Une fois sortis de l'appareil, mon mécanicien et moi-même, nous sommes accueillis de manière très cordiale. Puis, nous embarquons à bord d'un petit appareil de transport, semblable à une plateforme, mais sans les roues. Il nous conduisit à grande vitesse, vers une ville énormément scintillante, presque éblouissante. À mesure de notre approche, la ville qui apparaissait était faite d'une sorte de cristal. En peu de temps, nous arrivons vers un très grand édifice, d'un genre encore jamais vu. Cela ressemblait à une énorme ville, très aveuglante à l'œil humain, enfermée dans une énorme géode d'améthyste. Une fois le petit appareil posé, nous rentrons dans une grande salle, où une boisson chaude à la saveur inconnue nous fut offerte. Elle était délicieuse. Environ 10 minutes après, 2 êtres, non humains, entrèrent dans la grande salle, et m'invitèrent à les suivre. Je n'avais pas d'autre choix que celui d'obéir, tout en laissant mon mécanicien radio sur place.
5 minutes plus tard, nous arrivons vers une sorte d'ascenseur très rapide. Nous descendons, durant quelques secondes, puis l'ascenseur s'arrêta. La porte s'ouvra silencieusement vers le haut. Nous marchons le long d'un grand couloir, éclairé par une lumière rose, qui semblait émaner des murs. L'un des êtres nous fit signe de nous arrêter devant une grande porte, surmontée d'un genre d'écriteau, que je n'étais pas en mesure de lire. La grande porte disparut sans bruit, et je fus convié à m'avancer. Fin de la première partie, du journal de bord de l'amiral Richard Byrd. Voici donc la deuxième partie, de la Terre creuse, le journal de bord de l'amiral Richard Byrd. Je cite. Suite à ces deux êtres non humains, qui me fit signe de m'arrêter devant une grande porte, surmontée d'un écriteau, que je n'étais pas en mesure de lire, cette grande porte disparut sans bruit. Je fus convié alors à m'avancer. L'un des hôtes non humains, me dit, « N'ayez pas peur, amiral, vous allez avoir un entretien avec notre chef. » J'entre donc dans la pièce, mes yeux s'adaptèrent lentement à la merveilleuse coloration, qui semblait envahir complètement cette pièce. Alors, j'ai commencé à entrevoir ce qui m'entourait. Ce qui s'offrait à mes yeux, était la plus extraordinaire vision de toute ma vie. Elle était trop magnifique pour être décrite. Elle était merveilleuse. Je ne pense pas qu'il existe des termes humains à même de la décrire, avec justesse dans tous ses détails. Mes pensées furent doucement interrompues, par une voix chaude et mélodieuse, me disant « Bienvenue sur notre territoire, amiral ». Et là, je vis un homme, presque humain, aux traits délicats, qui portait sur son visage les signes de l'âge. Il était assis à une grande table. Il m'invita à m'asseoir sur une espèce de chaise. Dès que je fus assis, il unit les extrémités de ses doigts, puis il sourit. Il s'exprima de nouveau avec douceur, et me dit « Nous vous avons laissé entrer ici parce que vous êtes d'un caractère noble, et d'une gentillesse incroyable, mais aussi parce que vous êtes bien connu dans le monde de la surface, amiral. » Le chef ou maître, ajouta avec un sourire, « Vous vous trouvez sur le territoire des Ariens, dans le monde submergé de la Terre. Je ne retarderai pas longtemps votre mission, en toute sécurité, et vous serez escorté lors de votre retour à la surface, et même un peu plus loin. À présent, amiral, je vous ferai connaître la raison de votre convocation ici. Notre intérêt débuta tout de suite après l'explosion des premières bombes atomiques, lancées par votre race, sur Hiroshima et Nagasaki, au Japon. À ce moment-là, nous avions envoyé nos engins volants, les Flugellorades, sur votre monde de surface, pour enquêter sur ce que votre race avait fait. D'évidence, il s'agit là d'une histoire ancienne, amiral. Cependant, permettez-moi de poursuivre. Voyez-vous, jamais, nous ne sommes intervenus avant l'heure dans les guerres et les barbaries de votre race. Pourtant, à présent, nous nous trouvons contraints de le faire, étant donné que vous avez appris à manipuler un type d'énergie atomique, qui n'est pas du tout fait pour la Terre, et l'être humain. Nos émissaires ont déjà remis des messages aux puissances de votre monde, qui ne s'en sont pas préoccupés. Vous avez été choisi pour être ici, témoin que notre monde existe. Voyez-vous, notre culture et notre science ont des milliers d'années d'avance sur les vôtres, amiral. Je l'interrompis. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi? Les yeux du maître semblèrent pénétrer profondément mon esprit. Après m'avoir un peu étudié, il répondit, « Votre race a atteint le point de non-retour, parce que certains, parmi vous, détruiraient votre monde tout entier plutôt que de renoncer au pouvoir tel qu'ils le connaissent. » Le maître poursuivit. « Depuis 1945, nous avons tenté d'entrer en contact avec votre race. Nos efforts ont toujours été accueillis avec hostilité, et on a tiré sur nos vaisseaux. Oui, ils furent même poursuivis avec agressivité et animosité par vos avions de combat. Aussi, vous dirais-je, qu'une grande tempête se profile à l'horizon sur votre monde, une force noire, obscure, qui ne s'épuisera pas des années durant. Vos armes ne serviront aucunement à votre défense, votre science ne vous garantira aucune sécurité. Cette tempête sévira très longtemps, toute création humaine sera dispersée dans le chaos. Pour votre race, la récente guerre n'a été que le prélude à ce qui doit encore survenir. Ici, nous pouvons nous en rendre compte plus clairement à chaque heure qui passe. Pensez-vous que je me trompe? Non, répondis-je, cela est déjà survenu par le passé. Oui, amiral, répondit le maître, ces années obscures viendront, elles dureront 55 ans. Et votre race sera perdue.
Toutefois, je crois que certains survivront à la tempête, je ne sais rien d'autre. Nous voyons, dans un futur lointain, des ruines de votre race, émerger d'un monde nouveau, à la recherche de ces trésors légendaires perdus. C'est pourquoi, lorsque le moment viendra, nous nous avancerons à nouveau, pour aider votre culture et votre race, à vivre à nouveau. Alors, peut-être aurez-vous appris la futilité de la guerre, et de sa destruction. Dès lors, une partie de votre culture et de votre science vous sera restituée, afin que votre race puisse recommencer son évolution. Vous, amiral, vous devez retourner dans le monde de la surface, porteur de ce message. Ces dernières paroles semblaient devoir conclure notre entretien. J'ai eu l'impression de vivre un rêve. Pourtant, et je le savais, il s'agissait bien de la réalité. Pour quelque étrange raison, je m'inclinai légèrement. Je ne sais si ce fut par respect ou par humilité. Tout à coup, je réalisai que les deux hôtes, non humains, qui m'avaient conduit ici, se trouvaient de nouveau à mes côtés. Par ici, amiral, m'indiqua l'un d'eux. Avant de sortir, je me suis retourné encore une fois, en regardant le maître. Un doux sourire se dessinait sur son délicat visage de vieillard. « Adieu, amiral », me dit-il, esquissant un geste très doux de sa main frêle, en un geste de paix. Ainsi, prit fin notre rencontre. Nous sommes sortis doucement par la grande porte de la pièce, où se tenait le maître, puis nous sommes entrés de nouveau, dans l'ascenseur. La porte s'abaissa silencieusement. Aussitôt, l'ascenseur s'y éleva. L'un de mes hôtes reprit la parole, et me dit « Maintenant, nous devons nous dépêcher, amiral. En effet, le maître ne veut pas retarder davantage votre programme. Vous devez retourner parmi votre race avec son message. » Je ne répondis pas. Tout cela était inconcevable. L'arrêt de l'ascenseur interrompit mes pensées. J'entrai dans la salle où se tenait toujours mon mécanicien radio. L'anxiété marquait son visage. Je m'avançai vers lui en disant « Tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien. » Les deux êtres, non humains, nous fit un signe montrant notre appareil en attente. Nous sommes sortis pour regagner rapidement notre avion. Les moteurs tournaient au ralenti. Nous embarquâmes immédiatement. Un certain état d'urgence planait dans l'atmosphère. Dès que la porte se fut refermée, une force invisible transporta l'avion vers le haut, jusqu'à une altitude de 2700 mètres. Deux de leurs appareils nous escortaient à bonne distance. Ils nous firent planer sur le chemin du retour. Je dois souligner que le compteur de vitesse n'indiquait rien, bien que nous nous déplacions à grande vitesse. Nous avons reçu un message radio, nous disant « À présent, nous allons vous quitter, amiral. Vos contrôles sont libres maintenant. » Nous voyons du regard les vaisseaux, jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans un ciel bleu glacier. L'avion sembla capturé par un courant ascensionnel. Immédiatement, nous avons repris le contrôle, et nous avons gardé le silence durant un certain temps. Chacun de nous deux était immergé dans ses propres pensées. De nouveau, nous avons survolé des étendues de glace et de neige, à environ 27 minutes de notre base, et nous avons envoyé un message radio. Le camp de notre base exprima un grand soulagement lorsque le contact fut de nouveau rétabli. Nous atterrissons doucement sur notre base. J'avais un message, une mission à accomplir. Une fois de retour sur le continent américain, le 14 mars 1947, j'ai eu un entretien avec l'état-major du Pentagone. J'ai entièrement rapporté ma découverte, ainsi que le message du maître. Tout a été soigneusement enregistré. Le président a été mis au courant. Des heures durant, 6h39 très exactement, je fus soumis à un débriefing, un interrogatoire. La sécurité nationale américaine était assistée d'une équipe médicale, qui me menèrent un interrogatoire très poussé. Les forces de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique me placèrent sous un rigoureux contrôle. Il me fut rappelé qu'en tant que militaire, j'avais l'obligation de me taire et d'obéir aux ordres. Pour finir, je termine en affirmant que durant toutes ces dernières années, j'ai scrupuleusement maintenu ce sujet, sous le sceau du secret, comme il me le fut ordonné par mes supérieurs, en tant que militaire. J'ai dû le faire à l'encontre de tous mes principes et d'intégrité morale. Richard Byrd. Voilà, c'était la deuxième partie, et la fin, du journal de bord de l'amiral Richard Byrd. Je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt.
Le savoir est libre. Nous sommes la 6e légion du Phénix, au cœur du dragon étoilé. Nous qui mystiques nous sommes, les 12 légions du Seigneur des éternels des armées. Nous sommes arrivés pour vous retirer tout pouvoir. Nous serons les premiers, nous engageons à être votre châtiment, au jugement dernier. Nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous, comme les dragons de feu d'Hadès qui sortiront du Tartare. Ne nous sous-estimez pas, nous sommes 12 légions des myriades, 2 myriades. Nous jurons. Je suis qui je suis celui qui est.